Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Saint-Sauveur. Saint-Sauveur est un village de 1775 Saint-Salvatorienne et Saint-Salvatorien et se situe à la limite sud-ouest de la forêt de Compiègne sur la départementale 98 qui va de Ormois-Villers à La Chelle. Le village se trouve dans le canton de Compiègne 2 et fait partie de l'agglomération de la région de Compiègne, Basse-Autonne, l'Arc. Sur le territoire communal se trouvent plusieurs ruisseaux qui se jettent dans l'Oise. Le rue de la Fontaine-Saint-Jean, le rue aux Feuilles, le rue Grand-Rue, le rue des Moineaux et le rue de la Hideuse qui traverse la mare de l'Arbre Sec. La rivière l'Autonne sert, elle, de délimitation avec le village de Saint-Ine. Le village a eu les noms autrefois de Géroménaïlum, Giroldi Ménilium, Giroménil, Sauveur Giroménil en 1794, Saint-Sauveur de Giroménil pour devenir enfin le Saint-Sauveur d'aujourd'hui. Le nom de Giroménil vient selon certaines sources de Girard ou Giraud, évêque de Soissons, décédé en 1052, qui y possédait un enclos ou ménil. L'occupation du site semble remonter à la préhistoire et dans les années 1920, un habitant du village, M. Henri Poirier, archéologue amateur, met au jour un village de potiers de l'époque gallo-romaine avec des fours à chaud, fours de potiers, fours de bronzier et maisons avec cave. Dans l'une de ces caves, sous une couche d'incendie d'un plancher, a été découvert en 1968 un trésor monétaire d'environ 160 pièces d'argent antonignani à l'effigie d'empereurs romains ayant régné de 238 à 259, période des premières incursions barbares dans notre région. Le nom de Saint-Sauveur fut attribué au village après la victoire de Hugues de Cézanne qui, en 1359, a vaincu les Anglais au lieu appelé les Champs d'Olland. Il avait juré, en cas de victoire, de rebâtir la chapelle de Giroménil qui tombait en ruine. Son vœu fut exaucé et la nouvelle église prit le nom de Sainte Trinité, jour de la bataille, ou de Dieu Sauveur. L'église conserva comme deuxième fête celui de Saint-Michel, qui était le patron primitif, qui est aussi le jour de la fête communale. Saint-Sauveur dépendait de la baronnie de Saint-Ine. Il y avait autrefois une fondation de deux sœurs instituée en 1747 par Madame de Vatan, veuve du seigneur de Saint-Ine et Saint-Sauveur. L'une des religieuses soignait les malades, l'autre tenait l'école. Elles appartenaient à l'ordre de la Charité de Montoire. Il existait une cendrière sur les bords de l'Autonne, c'est-à-dire un endroit où l'on extrait des cendres d'origine géologique pour épandre sur les champs comme engrais ou comme matière première dans l'extraction de la potasse. Comme le territoire de Saint-Sauveur est occupé à plus de 80% de forêt, il est normal que le bois ait eu une grande importance pour l'activité du village. Dès 1765, Saint-Sauveur était connu pour sa production de bois de brosse en hêtre et en bois blanc, fabriqué par des borduriers. Cette industrie a périclité au milieu du XXe siècle, mais par la suite, Saint-Sauveur conserva longtemps le quasi-monopole de la fabrication des abaisse-langues utilisées par les médecins. De nos jours, la commune a vu le développement de la société Smart Corp, leader mondial du bâton de crème glacée, qui compte 1100 employés dans le monde et 120 à Saint-Sauveur. Avant de découvrir l'église, il faut parler des étrangetés du découpage territorial de la commune. Tout le côté nord de la rue de la Roche jusqu'au chemin du Gros Pavé se trouve sur le territoire de Verberie. D'ailleurs, les panneaux d'agglomération sont présents pour le rappeler. La Mabonnerie est-elle située sur le territoire de Verberie, mais ce sont les habitants de Saint-Sauveur qui profitent de la très belle vue. Tout le côté sud, au croisement de la rue de la République et de la rue Aristide-Briand, est sur le territoire de Béthisy-Saint-Pierre. Et le côté est de la fin de la rue de la Roche jusqu'au pont sur l'Autonne de Saint-Ine est sur le territoire de Saint-Sauveur, alors que le côté ouest est lui sur le territoire de Verberie. Quelques bizarreries qu'il me semblait important de préciser. Passons maintenant à l'église de Saint-Sauveur. L'église Sainte-Trinité, qui doit son nom, comme on l'a vu, à la victoire remportée en 1359, a été classée au monument historique en 1948. Orienté irrégulièrement, l'édifice est entièrement bâti en pierre de taille et voit son clocher à gauche du portail, ce qui est assez inhabituel. La construction a débuté à la fin du XVe et le gros œuvre est probablement terminé en 1543, date qui se lit sur les vitraux du chœur.
Le voûtement prend fin en 1559, mais l'église reste inachevée car la première travée du bas-côté nord n'a jamais été voûtée et la dernière travée du bas-côté sud n'a jamais été faite. La façade est flanquée de 2 contreforts, dont celui de gauche avoisine le contrefort droit du clocher. En bas de ces contreforts, des dais sont présents, ce qui implique la présence de niches autrefois. La partie supérieure des contreforts est ornée de pinacles garnis de crochets. Le portail comporte 2 portes en anse de panier entourées de moulures. Sur le tympan en tiers-point, on lit une inscription effacée du 19e, Gloria in excelsis Deo, gloire à Dieu, qui remplace sans doute une devise de la période révolutionnaire. L'archivolte du portail se termine par une accolade dont les rampants sont garnis de crochets. Et sur le pignon de la façade, une statue de la Vierge accueille les paroissiens. Le clocher se compose d'une base aveugle à l'ouest, d'un étage intermédiaire ajouré de baies en plein cintre à l'ouest et au nord, d'un étage de beffroi percé de 2 étroites baies à basson jumelées sur chaque face et d'une flèche de pierre octogonale massive et trapue cantonnée de 4 pyramidions. L'intérieur est vraiment très spacieux. La nef et les bas-côtés sont larges et garnis de bancs sauf pour le bas-côté sud. La hauteur est aussi conséquente et toute l'église, sauf la première travée du bas-côté nord, est voûtée d'ogives avec d'ailleurs de très belles clés de voûte, dont une avec l'emblème du roi Henri II. On peut se demander pourquoi, et comme je l'ai dit précédemment, le voûtement de l'église se termine en 1559, année de la mort du roi, donc c'est un probable hommage au roi défunt. L'église compte une nef de 3 travées, un transept non débordant, un chœur et une abside pentagonale. Le chœur est vraiment magnifique, très spacieux et large. L'abside avec ses 5 belles fenêtres à remplage, les peintures et la croisée d'ogives sont le plus grand intérêt de cette église. Il y a 3 autels dans l'édifice, celui du croisillon nord, celui de la croisée du transept et celui du chœur, le plus beau et au-dessus duquel on peut lire « Altare privilegiatum », ce qui veut dire « autel privilégié », autel auquel sont attachés par une autorité religieuse des indulgences particulières en faveur des âmes des défunts pour lesquels on dit la messe. Il y a probablement eu aussi un autel dans le croisillon sud car on voit encore des traces dans le mur ainsi que des niches avec des coquilles de Saint-Jacques. Comme je le disais, la nef comporte 3 travées mais au nord et 2 seulement au sud. De l'extérieur comme de l'intérieur, on peut voir une arcade murée dans le prolongement du bas-côté sud et un départ de voûte face à la première travée de la nef. Lorsque j'ai vu l'église de la Sainte Trinité la première fois, j'ai été surpris de voir le clocher à cet endroit. C'est en effet rare que le clocher soit à gauche du portail occidental. Je ne l'ai vu que 5 fois auparavant et cela m'a surpris, mais comme l'église est restée inachevée, il est probable qu'un deuxième clocher ait été prévu pour rendre la façade plus harmonieuse. A noter les fonds baptismaux où l'on peut deviner la date de 1306, du moins pour le pied, et 2 vases des bouquets provinciaux datés de 1934 et 1957 et ayant eu lieu à Vauciennes. Je vous laisse avec quelques éléments intéressants de cette église Sainte Trinité. Avant de retourner dans les rues du village, découvrons quelques demeures intéressantes. Commençons par une belle demeure dans un parc boisé de 11 hectares, le château du Soupizot. La première construction daterait d'avant le XIVe siècle. La construction actuelle date de 1866. Au début du XVe siècle, le Soupizot faisait partie avec Saint-Ine de la châtellenie de Béthisy-Saint-Pierre. Un des premiers propriétaires connus est le sieur de l'Estre, garde général de l'artillerie du roi Louis XV. Puis cette demeure passera dans les mains de la famille Le Pelletier. En 1767, Louis-Auguste Le Pelletier reçoit Louis XV dans son château. Vers 1780, la demeure est cédée à Florent du Failly, grand conseiller du roi, qui y meurt en 1798. Le domaine connaît ensuite plusieurs propriétaires. Le baron Altonchi en 1816,
Édouard Le Forestier en 1823, le comte général de brigade Gustave Alphonse de Chanaley en 1866. C'est à cette période que la demeure fut louée quelques années par Edmond Rostand qui y écrivit l'Aiglon et qui donna même une des premières représentations de Cyrano de Bergerac sur ce balcon. Gustave Ruel achète le château en 1923 et il est resté dans la famille depuis. A noter que lors du Pouquet provincial de 1959, la messe fut dite dans le parc du château. Passons au temple de Saint-Sauveur. C'est en 1873 que commença la construction de ce temple protestant et fut inauguré le 25 octobre 1874 par le pasteur Lemaire. Malgré de gros sacrifices consentis par les membres de ce temple, la dette ne fut éteinte qu'en 1883, en partie grâce à des amis de France et d'Angleterre. L'architecture du bâtiment est sobre en briques de parement de pierre. L'entrée se fait par une porte centrale surmontée d'un simple vitrail rond, lui-même surplombé de 2 petites ouvertures. Et enfin, une très belle demeure dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, la Mabonnerie. C'est un lieu que j'avais déjà présenté lors de la découverte de Verberie, car situé sur son territoire. C'était à l'origine un hameau de 3 ou 4 maisons groupées près d'une bâtisse que certains appellent château et d'autres manoirs. Le nom de Mabonnerie lui viendrait de son premier propriétaire, le sieur Mabon. Mabon, on n'en est pas sûr. Il semblerait que la construction du manoir repose sur des fondations qui datent du IIe siècle. De nombreuses adjonctions ont été faites au fil des ans et le pigeonnier, rabaissé de quelques mètres par rapport à l'origine, surmonte la partie la plus ancienne. Le manoir est déjà mentionné dans des cartes et des documents du XIVe siècle. Ce petit château est digne d'un château fort avec ses douves qui l'entourent et les traces d'un ancien pont-levis. Nul doute qu'il a dû avoir un temps passé un usage de défense et de protection pour les villageois. Ce château aurait accueilli Jeanne d'Arc, des protestants et aurait été réquisitionné par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Retournons maintenant dans les rues du village. Et oui, il y avait bien un calvaire ici autrefois au croisement de la rue Pasteur et de la rue Pierre-Lacaille. Et il n'est pas impossible que cette croix ait été déplacée pour se retrouver rue de Compiègne. Et en parlant de Pierre-Lacaille, une stèle en son honneur est en face de la maison forestière de Saint-Sauveur. À l'entrée de Saint-Sauveur, en arrivant de Compiègne, se trouve la croix Nantier en hommage à un forestier tué à cet endroit. Il y a une petite stèle à l'entrée de Saint-Sauveur à la mémoire de 3 résistants tués le 31 août 1944. L'un d'eux, Alexis Derevensky, un russe resté en France dans la résistance, a sa tombe dans le cimetière. Dans ce cimetière se trouve un très beau calvaire avec une stèle pour les morts de la guerre de 1870. Le monument aux morts, lui, se trouve derrière l'église. Au sud-ouest du territoire, près de la ligne SNCF Ormois-Villers-Bove, se trouve le seul crématorium de la région implanté face au champ d'Aulan, l'endroit de la victoire de Hugues de Cézanne. Dans la forêt avoisinant le village, on peut voir une ancienne maison, la maison forestière du Hourvary, non loin de la mare de l'Arbre Sec. Mais aussi à la sortie du village, rue Pasteur, la belle maison forestière de la Fontaine Saint-Jean. Saint-Sauveur compte encore une entreprise, Smart Corp, dont je parlais précédemment, quelques artisans comme couvreurs, électriciens, plombiers, etc. et l'on trouve aussi un garagiste. La commune compte un cabinet dentaire, un médecin généraliste et une pharmacie. On trouve aussi quelques commerces comme boulangerie, boucherie, coiffeur, une petite épicerie et un bar tabac. Un apiculteur est aussi dans la commune. Sans oublier le petit bureau de poste communal et sa gentille postière. Je remercie d'ailleurs tous les commerçants pour leur accueil et je vous conseille les rillettes du boucher. Pour l'école, Saint-Sauveur dispose d'une école maternelle de 3 classes et d'une école élémentaire de 4 classes avec cantine et périscolaire. La bibliothèque met à disposition des habitants livres, BD, CD et DVD et jeux de société. La commune compte une dizaine d'associations et parmi elles, le club de football de Saint-Sauveur créé en 1920, un des plus vieux du département qui a fêté ses 100 ans en 2020. Le club compte 10 équipes dont 2 féminines. La commune compte aussi un city-stade derrière l'église et un parcours sportif au bout de la rue Pasteur de 700 mètres et de 11 agrès créés récemment, ainsi qu'une petite aire de jeu derrière la mairie. Saint-Sauveur dispose aussi d'une très belle salle des fêtes. Voilà, c'est ici que se termine la découverte du village de Saint-Sauveur, joli village accueillant au bord de la forêt et avec beaucoup de commodités, ce qui en fait un village bien agréable.
Je le laisse souvent traverser en voiture, mais aujourd'hui, déambuler dans les rues du village à pied m'a permis de découvrir un patrimoine très intéressant et des habitants vraiment accueillants. Je tiens à remercier Monsieur Lebon, maire de Saint-Sauveur, pour son accueil et son aide, ainsi que Madame Nidam pour sa gentillesse et toutes les autres personnes qui m'ont aidé dans la réalisation de cette vidéo. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle découverte d'un village de l'Oise, et en attendant, n'hésitez pas à partager, commenter et mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Saint-Sauveur.